Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est demander à chacun des intervenants de se présenter un petit peu plus, présenter leur entreprise, et puis après, donc dans un deuxième temps, de redéfinir ce que c'est qu'un MIS, et puis après, donc moi j'espère qu'il y aura assez d'interactivité avec des questions. Voilà, donc je vais d'abord donner la parole à Virginie. Oui, bonjour à tous. Donc Virginie Imboulard, je suis directrice de projet chez CPI France. CPI France qui fait partie du groupe CPI, groupe européen d'imprimeurs de livres. Donc nous avons 15 à 17 sites de production en Europe. 3 en France, de nombreuses, donc également en Angleterre, Allemagne, Espagne, Hollande et République tchèque. Et donc j'ai participé, j'ai été directrice de projet sur l'installation d'un ERP sur les usines françaises de CPI. Nous travaillons avec cet ERP maintenant depuis 3 ans en France, mais il y avait une expérience avec le même système en Allemagne, sur nos sites de production. Donc un logiciel qui s'appelle Chroma, qui est distribué par la société Pragma. Merci, bonjour. Mon nom est Patrick Vreven. Vous avez certainement entendu déjà parler du logiciel GAM6 ici en France. Donc j'étais le fondateur de la société GAM6 et développeur du produit. Très passionné par la communication et la circulation d'informations dans les entreprises graphiques. C'est comme ça que j'ai rejoint le groupe du CIP4 en 2005, où on a développé des solutions qui nous permettaient de communiquer en JDF avec les process de fab. On a installé à peu près une quarantaine d'entreprises aujourd'hui à différents niveaux, comme le disait Rainer tout à l'heure. Le problème, c'est que souvent les options ne sont disponibles que sur des machines récentes. Et donc en fonction de l'évolution, on peut équiper de plus en plus des solutions avec nos logiciels. Il y a 2 années, j'ai décidé de rejoindre le groupe IFI, que je représente ici aujourd'hui, et je m'occupe de la distribution sur le marché européen des logiciels IFI. Voilà. Et je serai disponible aujourd'hui pour répondre à vos questions. Merci. Bonjour, je suis Rémi Touguet, je suis enseignant à l'école Estienne et j'ai fait un petit passage en tant que responsable d'un service de recherche et développement pour un concurrent de EFI. Et c'est aussi par cette occasion-là que j'ai participé aux réunions et aux interop du CIP4. Donc j'enseigne effectivement à l'école Estienne. La semaine prochaine, donc on aura à l'école Estienne l'interop du CIP4. Et dans le même temps, je fais aussi un petit peu de conseils à côté pour aider les entreprises justement à passer dans le cadre de la gestion, dans le cadre de tout ça, pour passer le cap. Très bien, merci. Dans un premier temps, ce qui serait intéressant, c'est de refaire le point un peu sur ce qu'on appelle donc MIS, ERP, GPAO, et essayer de voir un peu les différences. Donc je vais peut-être demander à Patrick Vreven d'intervenir dans un premier temps pour essayer de refixer les idées sur ces différents outils, ces différentes appellations. Voilà. Merci Lionel. En fait, je pense qu'il faut se replacer un petit peu dans le temps, voir l'évolution. Je parle de ces outils ERP, MIS, qui ne sont pas uniquement destinés à l'industrie graphique, bien entendu, mais se placer un peu dans le temps. Au début des années 90, fin des années 80, vous avez tous vu, entendu, utilisé des logiciels qui permettaient de faire des devis, qui permettait de générer une pochette de fabrication, éventuellement des stocks. Et puis, donc on était vraiment à cette époque-là dans une gestion administrative. Dans le courant des années 90 et début des années 2000, on était beaucoup plus loin dans la communication avec les processus de fab. C'est en effet en 2001 qu'est arrivée la première version du JDF qui nous a permis de communiquer avec les process de fabrication. Malheureusement, à l'époque, peu de machines étaient équipées et nous permettaient de dialoguer avec ces machines. Donc, on a commencé à avoir les premières belles intégrations JDF vers 2005, 2004, 2005. Et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, le concept de MIS, Management Information System, c'est très très fort étendu. Donc plutôt une gestion de flux administratifs qui sont toujours nécessaires. On a des devis à faire, des commandes à faire signer, des achats à réaliser. Mais ici aussi pouvoir piloter le processus de fabrication de manière beaucoup plus intelligente et beaucoup plus technique. Pas simplement envoyer le nom d'une pochette
à un poste de production, mais dire au poste de production ce que le poste a à faire. Puisque ça a été construit dans ce qu'on va appeler dans une entreprise un peu plus évoluée vers de l'industriel, qui est le bureau des méthodes, où on a imaginé comment le produit devait être réalisé. Donc aujourd'hui, le concept MIS va beaucoup plus loin. ERP, c'est même pas encore suffisamment technique pour aller jusqu'à cette étape, mais aujourd'hui, un MIS va couvrir tous ces flux de production et ces flux d'administration. D'accord. On peut, je pense quand même aussi distinguer, dans certains cas de figure, peut-être pas chez FI, le RP d'un côté et le MIS qui a des fonctions uniquement de lien avec, et d'automatisation et de lien avec le matériel de l'entreprise. Non? Ou pour vous, toutes les solutions qui existent, c'est forcément un MIS qui est aussi un ERP? Non, on retrouve évidemment différents degrés d'intégration. Le RP va aller jusqu'à la gestion des ressources de production, la disponibilité de ces ressources. Donc on va aller un peu plus loin. Je pense qu'on est plutôt dans les outils qu'on va retrouver dans notre groupe chez IFI. On va plutôt retrouver des solutions qui vont intégrer à la fois la gestion de la communication, de l'information et des fonctions de RP pour gérer la disponibilité des postes de production. Ça correspond pleinement, on en parlera dans d'autres présentations un peu plus tard dans la journée. La gestion, le JDF est une gestion de process. Donc comme Rainer l'expliquait tout à l'heure, il a montré un nœud qui est une activité qui se produit, c'est-à-dire par exemple la réalisation d'une plaque. La réalisation d'une plaque n'existe que si les composants qui permettront de faire sa plaque existent. C'est ce qu'on appelle des ressources. Elles sont disponibles, donc la gestion de la disponibilité des ressources est importante. Lorsque les ressources sont disponibles, on peut réaliser cette plaque. Lorsque la plaque est réalisée, elle devient la ressource de l'étape suivante. Et l'étape suivante est peut-être l'impression qui va avoir besoin de ces ressources, une plaque qui va avoir besoin de papier, qui va avoir besoin d'un profil d'ancrage, toute une série d'informations de ce type. Et donc le flux JDF s'articule autour de ça, oui. D'accord. On pourrait demander à Virginie, donc chez CPI, vous avez installé, vous avez mis en place donc un certain nombre d'outils qui gèrent les flux d'informations. Et voilà, comment vous avez géré le RP et puis le système d'information? Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est des outils différents? Disons qu'on a commencé par installer l'ERP donc dans nos usines, sachant que pour les usines françaises, on avait du retard sur nos camarades anglais et allemands du groupe. Et c'est ensuite, à l'aide de l'ERP, que l'on a commencé à rajouter des modules par-dessus pour pouvoir gérer des informations en entrée. Je pense notamment aux informations de données de commandes. On a commencé à intégrer des commandes en automatique de la part de nos clients qui nous arrivent. Alors, on ne parle pas de JDF, on parle d'XML. Ça ressemble, hein. On a un descriptif, hein. On a bâti, nous on l'a appelé le CPI XML, on l'a intitulé comme ça, mais je pense qu'il ressemble à une partie du JDF de description de commandes. Donc nous intégrons en automatique des commandes de nos clients qui nous sont envoyées en XML. C'est intégré dans notre ERP, traduit en un dossier de fabrication et qui va générer une gamme de fabrication avec des temps de production, avec la description des différentes opérations de production à réaliser, qui va créer des tickets de planning pour gérer le planning des différentes ressources, différentes machines. On va faire donc de l'ordonnancement et tout ça, ça va ensuite aller dans l'atelier de production pour la production elle-même et les machines vont renvoyer les informations en temps réel vers le planning, donc il y a en permanence un dialogue en fait. Donc le RP, moi je dirais c'est le cœur du système informatique, mais ça n'est que le début du système, puisque l'idéal pour aller vers l'automatisation, c'est de pouvoir
si possible, réceptionner les commandes des clients en automatique, surtout quand on aborde le web to print, hein, le print on demand, ce qui se développe de plus en plus dans les imprimeries. Il n'est pas question de passer un quart d'heure à saisir un dossier de fabrication pour une commande à 5 exemplaires, voire à 1 exemplaire. Aujourd'hui, on a de plus en plus ce type de commande à traiter et on ne peut imaginer pouvoir les intégrer que si tout est automatique, depuis la réception de la commande du client jusqu'à la planification. Voilà. Et puis il y a toutes les données en sortie du système, non seulement en interne, mais vers l'extérieur, vers nos clients, puisqu'on retourne vers nos clients des factures, des stocks, puisque dans le cas du livre en France, nous imprimons à 80% sur du papier appartenant aux clients. Donc les clients souhaitent connaître leurs inventaires et leurs sorties quotidiennement, et ces informations sont ressorties du MAS, du système d'information, et envoyées à travers des EDI vers les clients. Donc c'est vrai que le RP n'est qu'un début, mais il faut imaginer tout un process autour de gestion de l'information. Très bien. Merci. Donc, donc je voudrais donner la parole à Rémi Touguet, qui a été donc aussi, comme il l'a dit, qui était intégré dans une entreprise qui a développé un système, un MIS et un ERP. Oui, donc simplement pour revenir pardon, par rapport à ce que disait Patrick au début, c'est-à-dire qu'au début, on avait effectivement cherché déjà à automatiser, c'est-à-dire dans le sens où on essayait de faire des devis, c'est-à-dire qu'on ne calculait plus à la main. Donc on s'est servi de l'informatique pour faire des devis. La particularité en France, c'est qu'on avait des devis optimisés, ce qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres pays. Donc c'était un plus. Donc les devis optimisés, ça suffisait plus. C'était bien de faire le prix, d'automatiser le prix. Mais en fait, les différents éditeurs de logiciels ont intégré au fur et à mesure donc la partie fabrication, la partie gestion de la fabrication, la partie achat, la partie relation avec les clients. Donc on est devenu les systèmes en fait à la base qui étaient simplement des petits systèmes de devisage ont commencé à prendre de l'ampleur et sont devenus, comme on en parlait aujourd'hui, des MIS, c'est-à-dire qu'ils vont gérer un tas de flux, que ce soit des flux financiers en parlant du client qui va passer sa commande jusqu'à la facturation. Donc là on est dans une partie purement financière, et en parallèle on a tous les gestions de flux de production. Ça passe aussi par la gestion de flux des achats. Donc il y a un tas de flux en fait qui sont gérés au travers de ces outils qui permettent d'avoir une seule et même base de données. Et je pense qu'une des principales choses aujourd'hui que l'on rencontre, vu qu'autour de ce MIS, on rajoute des web-to-print, on rajoute des CRM, on rajoute un tas de choses, et on se retrouve avec plusieurs données, c'est-à-dire plusieurs bases, parce que les choses ne sont pas forcément compatibles. Et aujourd'hui, il faut arriver à avoir un système qui a une information et qui permet de gérer un ensemble de la production de l'entreprise. Donc tout ce qu'on disait là, en fait, je pense que c'est pour arriver à uniformiser tout ça et à faire en sorte que cette information soit la plus simple et la plus accessible possible tout au cours de la vie du travail de la prise de commande jusqu'à la livraison dans l'entreprise chez le client. Donc tout ça c'est un ensemble, et au fur et à mesure on a vu l'évolution des MIS, ils ont changé. Quand il y a une vingtaine d'années on parlait de planning de production, les gens disaient non, ce ne sera jamais possible, etc. Et aujourd'hui on en est à ça, et le JDF via le JMF, comme l'a dit Rainer, permet d'avoir cette automatisation, c'est-à-dire qu'on boucle la boucle, on sait effectivement où en sont les travaux quasiment en temps réel. Et il y a une seule chose, moi, que je dirais qui n'est pas faite aujourd'hui au niveau des MIS, ou tout du moins qui est faite par très peu de monde, c'est qu'on a plein de données. On tombe dans ce qu'on appelle le big data, on récupère plein de données de production, mais on ne prend pas forcément le temps de les analyser. Autrement dit, de dire, ce mois-ci, j'ai produit de telle façon, est-ce que j'ai bien produit ou est-ce que j'ai mal produit? Donc, bien souvent, vous me direz si vous n'êtes pas d'accord avec ça, mais je pense que, moi, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y avait plein d'imprimeurs ou plein d'entreprises qui avaient mis en place des systèmes de MIS et qui gardaient plein de données mais qui ne les exploitaient pas à fond. Donc c'était simplement ça que je voulais dire au niveau de l'automatisation et de la progression en fait des outils informatiques qui permettent d'automatiser de plus en plus.
Alors, un des intérêts, je crois qu'il y a beaucoup d'entreprises qui démarrent comme ça, c'est aussi de faire du planning automatique. Je ne sais pas, donc qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que ça fonctionne dans tous les cas? C'est peut-être une question qu'on pourrait poser à Patrick Breven. Ouais. Tout d'abord, pour répondre à ce que tu disais, Rémi, tu as tout à fait raison. Souvent, on équipe les imprimeries aujourd'hui avec des outils de gestion d'information qui sont très performants et ils exploitent très mal les résultats qu'ils peuvent en tirer pour réellement se positionner et, stratégiquement dans l'évolution du marché. C'est un constat qu'on fait aussi. On développe des services dans ce sens-là, mais c'est pas toujours très simple. Et donc ici, pour répondre à cette question, que je vais oublier déjà. Là, c'était le planning automatique, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui démarrent en fait le JDF par la partie planning. Donc automatisation du planning ou automatisation de l'imposition, on va dire que ça, c'est deux choses. Je pense que le planning, vous l'entendez dans le sens anglo-saxon, ou le planning, c'est le fait de mettre des tâches les unes derrière les autres? Alors après, il y a le fait de mettre des tâches les unes derrière les autres, et puis est-ce que est-ce qu'on a un retour en temps réel? Est-ce qu'on peut effectivement, avec les outils existants, facilement donc inverser ces tâches avec les informations qui vont nous venir du matériel? Dans la génération d'un dossier de fabrication électronique, qui est représenté par le JDF, on imagine toujours le process de production le plus intéressant. Et donc là, on va automatiser l'imposition. On suppose qu'au moment où on envisage l'imposition, on sait comment le produit va être réalisé. Donc, en ayant ouvert ce canal de communication vers les outils de production, j'ai un énorme avantage, c'est que l'outil de production sait à qui il doit envoyer des informations. Et c'est ce que Rainer expliquait avec le JMF. Donc, puisque j'ai dit qui j'étais et à qui j'envoyais mon dossier, il va pouvoir me répondre pour me dire qu'il en est à ce stade-là, qu'il a roulé autant de feuilles, qu'il y a eu autant de feuilles de gage, qui va alimenter mes informations également, mais aussi de pouvoir intervenir en automatique sur le planning. Maintenant, une constatation que l'on fait dans l'industrie graphique, c'est que ça fait 25 ans que je suis dans le métier. Sur 25 ans, la taille d'un dossier de fabrication a probablement été divisée par 10. Ce qui veut dire qu'on va avoir beaucoup plus de dossiers à mettre en fabrication, sur des temps de fabrication toujours de plus en plus courts. Petite information d'ailleurs, je ne sais pas si quelqu'un connaît la réponse, vous avez une idée du coût d'un dossier de fabrication aujourd'hui dans une imprimerie? La gestion d'un dossier de fabrication, les différents devis qu'on a à faire pour avoir ce dossier, les différents sous-traitants que je dois appeler, etc. Eh bien, on tourne entre 65 et 75 euros le dossier de fabrication. Ce qui veut dire que l'automatisation est un passage indispensable. Et le planning est une de ces étapes-là. Si on est sur une production numérique, évidemment, on ne va pas faire du planning, on va faire de l'ordonnancement. Le planning en numérique, on va passer plus de temps à gérer le planning que réellement imprimer le produit qu'on a à faire. Et là rentre, quand on est dans le domaine de l'offset, une notion tout à fait compliquée à gérer si elle n'est pas automatisée. C'est ce que Rainer présentait sous le terme du ganging, qui est le terme anglo-saxon, qui veut simplement dire mettre différents jobs sur la même feuille de tirage. Pour pouvoir faire ce genre de choses, il faut que je puisse savoir à l'instant T quand mon client a validé un fichier que j'allais rouler. Quand on est dans une entreprise un peu importante, c'est pas toujours facile de savoir partout dans l'entreprise si on a bien eu la validation du fichier pour le client. Les délais de fabrication sont toujours très courts, pas toujours très justifiés qu'ils soient si courts d'ailleurs, mais ils sont toujours très courts. Donc on doit avoir une information qui circule très rapidement pour dire ici, j'ai un cahier de 4 pages que je peux mettre sur un 200 grammes qui va servir de couverture dans une autre brochure éventuellement. Et donc contribuer au niveau du planning, on va faire du planning instantané avec ce qu'on appelle des amalgames d'opportunités. C'est-à-dire qu'à un instant T, on va avoir une série de jobs que l'on va pouvoir mettre sur la même feuille de tirage et lancer automatiquement l'imposition au niveau du process de fab. Ce n'est pas simple à gérer manuellement. Électroniquement, c'est beaucoup plus simple à gérer. On retombe après sur le côté humain, c'est qu'une fois qu'on a la feuille de tirage avec 4 cahiers différents qui sont imposés dessus, il faut être sûr qu'on impose la bonne couverture sur la bonne brochure. Donc le côté humain reste toujours présent, mais par contre on arrive à automatiser le planning d'une part et la prise de décision de comment un produit va être réalisé va être retardée juste avant que le produit soit réellement réalisé. Donc en effet, l'automatisation est le point essentiel pour qu'un planning puisse fonctionner. Et pour ramener, c'était sur le premier slide de Rainer, c'est de dire que notre objectif, c'est d'amener les entreprises à être plus efficaces, plus réactives.
Très bien. Le planning, ça reste quand même la finalité. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut avoir fait tout le reste en amont. C'est-à-dire que tous les flux, ça doit être automatisé. Toute la production doit être cadrée. En fait, le planning va bien fonctionner si, en amont, on a fait tout ce qu'il fallait. C'est-à-dire qu'on est capable de prendre une commande, de l'intégrer, de la valider, et ensuite de la faire passer dans le flux qui correspond au flux du planning. Donc, et le planning, pour moi, en tant que tel, c'est la finalité. J'ai bien travaillé en amont, j'ai tous mes process qui sont bien cadrés, je sais bien où je vais, je sais bien que ce produit-là, il doit aller à tel endroit, hein, donc en utilisant le JDF ou pas, mais il y a cette importance, le planning, c'est la conséquence de toute la préparation qu'on a fait en amont. Alors une autre tâche, une autre fonctionnalité hein, qui est importante et qui est l'imposition automatique. On va peut-être donner la parole, même si Virginie va en reparler un petit peu plus tard cet après-midi. Donc ça c'est aussi un des éléments qu'on essaye de mettre en place assez rapidement dans les entreprises, hein, c'est l'imposition automatique. Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que ça fonctionne dans tous les cas? Voilà. Oui, alors c'est quelque chose qui fonctionne très bien, que nous maîtrisons sur la partie impression numérique pour les très courts tirages, hein, de 1 à 100, 200 exemplaires, où là, comme je vous le disais, il faut qu'on automatise la totalité du flux de production depuis la réception de la commande jusqu'à l'impression, donc jusqu'à l'imposition. Donc là, on est aujourd'hui à 100% d'automatisation de l'imposition. Et on s'est dit que, en effet, comme les commandes sont de plus en plus courtes et de plus en plus nombreuses, également dans le flux plus standard d'impression offset, on a tout intérêt également à arriver à faire de l'imposition automatique pour l'offset rotative et l'offset feuille. Et c'est ce que nous sommes en train d'implémenter. Nous avons démarré pour la partie offset rotatif il y a quelques jours. Donc ça fonctionne. Et là, on est parti sur du 100% d'imposition automatique. Et on a les Anglais hein, qui nous ont lancé en fait dans cette voie, qui aujourd'hui imposent la totalité de leur dossier en rotative offset de façon automatique, qui impose également les amalgames de couverture en machine feuille, et c'est ce que nous allons implémenter dans les 2 prochains mois également en France. Tout ça va dans l'objectif d'automatiser et de réduire le temps passé à traiter une commande entre sa réception et l'arrivée sur la machine, puisqu'on a de plus en plus de commandes avec des chiffres de tirage de plus en plus courts et que nos prix de vente sont de plus en plus bas. Donc il faut qu'on réduise nos coûts de production. C'est absolument indispensable pour rester encore en vie sur ce marché difficile. Très bien, merci. J'avais une question qui était sur un peu, justement, on parle donc de changement d'habitude, hein, donc des tirages de plus en plus courts, etc. Et donc j'aurais voulu savoir aussi en termes de... Bon, donc c'est une évolution, je pense, chez tous. Donc il y a des intérêts à l'automatisation pour pouvoir gagner à ce niveau-là. Et j'aurais voulu savoir si vous aviez, vous, des retours d'expérience par rapport aux gains donc, qui peuvent être réalisés par les entreprises avec lesquelles vous avez été confrontés. Quel type de gains on est susceptible d'atteindre avec l'utilisation de l'automatisation sur les calages, sur la fiabilité de l'information, ce type d'indicateur qui nous permet de dire voilà, le JDF c'est efficace, l'utilisation du MIS c'est efficace et c'est performant. Voilà. Ce type d'éléments là qui me paraîtrait intéressant de partager si vous avez des retours d'expérience.
C'est évidemment pour ça qu'on a fait tout ce travail-là de conception et de développement dans le cadre du JDF. On va retrouver différents types d'avantages. D'abord, la disponibilité d'une information plus efficace et surtout plus fiable, parce que ce n'est pas un humain qui a validé une information, c'est la machine qui a communiqué avec nous. Et donc, on a plus facile d'avoir une information plus tôt. Le fait de pouvoir anticiper de l'information dans l'organisation de l'entreprise va nous permettre d'être proactifs. En général, dans l'industrie graphique, on est dans beaucoup d'entreprises où les clients nous disent « on livre nos clients dans les délais ». Ça ne pose pas de problème, c'est notre point d'honneur. Seulement, à quel prix est-ce qu'on le fait ? De décalage de dossier, de changement de production en cours de fabrication, tout simplement parce que l'information, on l'a juste eu trop tard. Donc, cette communication d'une information en temps réel est fiable, pratiquement à 100%, puisqu'elle peut avoir un léger décalage de temps en temps, mais elle est pratiquement fiable à 100%, va nous faire gagner pas mal de temps d'organisation. Savoir que je vais pouvoir rouler des jobs qui roulent sur des papiers de même grammage ou faire rouler les mêmes couleurs sur des offsets les uns derrière les autres, va m'aider au niveau de ma planification et je vais avoir des gains de productivité très importants. Maintenant, en ayant des outils d'automatisation de l'imposition, par exemple, la plupart normalement des maïs correctement construits doivent aujourd'hui proposer des solutions d'imposition dynamique. Ça veut dire qu'à tout moment, je peux changer mon process de fab parce que l'imposition réelle ne peut exister que quand mon fichier PDF a été ouvert. En général, quand j'ai fait un devis pour un client, je ne sais pas ce qu'il va m'envoyer exactement comme produit. C'est à ce moment-là que la décision d'imposition doit être faite. Donc lorsque je dispose d'une imposition dynamique, je vais non seulement optimiser ma surface d'impression, mais je vais pouvoir aussi recoller très rapidement au processus de fab. Je change d'une machine à l'autre, les pinces ne sont pas les mêmes. J'ai pas le bon papier que je devais avoir en stock, finalement je ne l'ai plus en stock au moment où je vais rouler. Je dois recalculer une imposition, recalculer mes rippings au dernier moment est évidemment la meilleure solution pour que je sois maître de mon process de fab. Donc je vais avoir des gains pour optimiser mon processus de fabrication, des gains de temps comme je le disais tout à l'heure, avec la gestion des amalgames de dossiers en cours de fab. Je vais aussi avoir des gains impressionnants, non seulement sur les temps de calage, c'est les premiers auxquels on pense. Les temps de calage vont diminuer. Mais les temps de roulage vont être très intéressants également, parce qu'aujourd'hui, on dispose de machines qui montent à 15 000 à l'heure ou à 18 000 à l'heure. Et on est content parce qu'on a pris une machine qui roulait très vite. Regardez le compteur, la valeur moyenne des vitesses de vos machines, elles n'y sont jamais. Elles ne sont jamais à ces valeurs-là. Parce que rouler 500 feuilles, je vais m'y trouver pendant quelques secondes. Donc si j'arrive à grouper plusieurs encarts, plusieurs couvertures sur les mêmes feuilles, je vais avoir des grands gains au niveau de ma productivité. Pourquoi pensez-vous aujourd'hui que les imprimeurs achètent des machines 120, 160 ? Ce n'est pas pour faire des grandes affiches, c'est pour amalgamer des cahiers. C'est pour se positionner dans le catalogue, dans le magazine. Et ils vont chatouiller les plus petites rotatives avec ce genre de produit. Donc les gains, ils sont énormes à différents niveaux. L'information, la pertinence et la réactivité qu'on peut avoir au niveau du processus de fabrication est pour moi la seule possibilité de faire face à des prix de dossier, des valeurs moyennes de dossier qui ne cessent de diminuer pour des coûts de mise en fabrication qui sont élevés. Que je lance une commande de 10 000 exemplaires ou je lance une commande de 500 exemplaires, le prix de mise en fabrication est exactement le même. Or, la tendance, c'est plutôt de rouler 500 que de rouler 5000, et même parfois beaucoup moins de 500. Est-ce que vous avez justement des valeurs chiffrées avec un retour d'expérience ? Moi, ça m'aurait intéressé d'avoir. Alors, c'est vrai que c'est différent en fonction du type d'entreprise, hein, mais ça aurait été intéressant parce que c'est vrai que les gains et les avantages, bon, je pense qu'on les a un petit peu tous en tête, hein, mais voilà, dans une entreprise qui était déjà en partie automatisée, par exemple pour l'impression, quels vont être ces gains pour cette entreprise-là ? J'ai prévu une petite, si vous êtes là à 17h, j'ai prévu un slide avec un retour sur investissement sur une intégration JDF qui est réalisée. Mais si je reprends quelques données de mes slides, en fait, on va avoir des gains avec la même équipe de mise en fabrication, on va gérer entre 15 et 20 dossiers supplémentaires. 20% de dossiers supplémentaires, pardon, sur la journée, grâce à cette équipe. On va avoir des gains sur les supports papier de 3 à 4%. Si vous voulez avoir une idée chiffrée de ça, prenez le montant total des papiers achetés sur une année et calculez 4% de cette valeur. Ça vous donne une petite idée chiffrée de ce que vous avez comme gain possible. On va avoir des gains aussi sur les délais de fabrication, puisqu'on va pouvoir s'organiser différemment pour pouvoir respecter différemment les délais de fabrication. Ceux-là sont un peu plus compliqués
compliqué à chiffrer, évidemment. D'accord, très bien. Un complément. Oui, juste pour compléter, c'est un petit peu le côté vertueux, c'est-à-dire que les entreprises qui sont passées, qui ont fait ce cap-là, au bout d'un certain temps, elles ne se rendent plus compte de l'avantage qu'elles ont acquis. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les dossiers, ils passent, et on en fait beaucoup plus, mais beaucoup de celles que je connais ne voudraient surtout pas revenir en arrière. C'est-à-dire qu'il y a une certaine harmonisation, il y a une certaine unicité de l'information qui permet d'éviter tous les inconvénients qu'on peut avoir dans un système actuel non automatisé. Et ça, c'est difficilement chiffrable, parce que c'est dans la vie de tous les jours, ça se fait tout seul. Et les équipes qui travaillent dans ce module-là, dans ce modèle-là, font ce travail-là sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que si on aboutit vraiment à cette démarche, ça devient quelque chose de standard, qui se passe tout seul. Et c'est l'objectif un petit peu de la chose. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Rémi. On a tout à fait tendance à oublier le gain que l'on a pu avoir à installer tout d'abord un ERP, un MAS, et ensuite à avoir automatisé un certain nombre de tâches autour de ça. Nous-mêmes n'avons pas pu faire de mesures très précises. Avant l'installation de notre ERP, on avait plein de petits outils à droite à gauche, on avait de nombreuses doubles saisies, on avait des incohérences de données. On sait qu'on passait plus de temps à créer et à gérer un dossier de fabrication, mais comme on enregistrait mal nos informations, c'est une information qu'on n'a pas pu récupérer à cette époque-là. Aujourd'hui, on sait beaucoup mieux ce que l'on fait et ce que l'on gère. Même si l'intégration d'un ERP est toujours quelque chose de douloureux dans une entreprise, parce qu'il faut changer les façons de procéder, il faut être beaucoup plus rigoureux dans la saisie de l'information, toujours saisir la même information au même endroit, de la même manière. Donc généralement au départ, les gens ne sont pas forcément très, très ravis. D'abord, ils sont habitués à travailler d'une certaine manière, et changer leur façon de faire est difficile. Mais quand les habitudes sont prises, au bout de quelques mois, si on leur demandait de revenir en arrière, ils diraient tous « Ah non, non, certainement pas ». Et aujourd'hui, je pense qu'on traite au moins 30 à 40% de commandes de plus avec le même nombre de personnes. Très bien. J'avais une question. Donc, tout à l'heure, on a parlé d'impression traditionnelle, impression spécifique, numérique, pardon. Est-ce qu'il y a des différences de mise en œuvre du MIS en fonction, voilà, de l'outil de production qu'on a, ou est-ce qu'on peut utiliser exactement le même MIS qui va gérer l'ensemble des outils, et traditionnels et numériques? Alors, nous, on a fait un choix d'avoir deux flux d'informations différents selon la quantité de commandes, enfin le chiffre de tirage. Donc, on a installé un flux entièrement automatisé pour la gestion de ce que nous appelons le POD, donc les très courts tirages, de 1 à une centaine d'exemplaires. Et là, c'est un flux totalement automatique depuis la réception de la commande jusqu'à l'envoi du dossier sur la machine ou les machines, s'il y en a plusieurs. Et on a un flux de travail plus standard avec un MAS, celui dont je vous parlais tout à l'heure, Chroma, pour les commandes supérieures à 100 exemplaires, on va jusqu'à plus d'1 million. Alors pourquoi ce choix? Tout se passe simplement parce que le MAS que nous avons aujourd'hui ne répond pas aux besoins du très 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 court tirage, en tout cas pas dans la structure qu'il a aujourd'hui. Mais je pense que ça n'est qu'une étape transitoire, parce que l'objectif c'est d'avoir un seul flux à terme, mais on ne l'a pas atteint en tout cas.
Monsieur Vreven, votre avis? Moi, je pense que le même MAS doit gérer les deux flux, donc on essaiera de se rencontrer. Mais je pense que le même MAS doit gérer les deux flux parce qu'en fait, on peut très bien muter dans le process de fab d'un process offset à un process numérique. C'est simplement le process de fab. Et je peux aussi mélanger au milieu d'une même commande des produits qui vont être des composants qui vont être passés sur des presses numériques et des composants qui vont passer sur des presses offset. Mais c'est clair que l'approche de la gestion d'une production numérique est différente que l'approche d'une production traditionnelle offset. D'ailleurs, et malheureusement, Rainer y a fait référence aussi, c'est que le process dans le JDF n'est pas le même non plus. Donc il y a quelques paradoxes à ce niveau-là. C'est un des problèmes notamment qui ralentit un peu le déploiement du JDF, c'est que le JDF n'est pas simple. En tout cas, les versions précédentes qui étaient présentées, je serais très content de voir arriver le XJDF, et duquel on parle depuis quelques années, mais c'est un travail compliqué. Mais je pense qu'en effet, c'est le même flux qui doit gérer l'ensemble. Oui, moi je suis tout à fait d'accord aussi, dans la mesure où, comme je disais tout à l'heure, on doit avoir unicité de l'information, et à partir du moment où on a deux choses qui sont différentes, ça va aller à deux endroits différents, et comment on va faire le lien entre les deux après. Donc effectivement, comme disait Virginie, c'est une étape, mais pour moi le MAS, il doit intégrer les Web2Print, il doit intégrer l'ensemble de ce qui se fait aujourd'hui au niveau des nouvelles technologies. Donc si vous avez un investissement à faire dans un MAS, regardez aussi un petit peu quelles sont les ouvertures par rapport à vos besoins propres, que ce soit au niveau de l'automatisation des flux pour tout ce qui est numérique, mais aussi pour tout ce qui est prise de commande par Internet, enfin tout ce qui est lié maintenant autour d'un MAS. C'est plus simplement je gère ma production en interne, c'est qu'est-ce qui va pouvoir se connecter de l'extérieur et qu'est-ce que je vais pouvoir envoyer comme information vers l'extérieur. Et je pense que c'est une donnée aussi importante à prendre en compte, et donc le fait d'avoir plusieurs outils en parallèle qui font des choses un petit peu différentes, mais avec des données qui sont dans des endroits différents, c'est quelque part, on part du système d'information là qu'on veut mettre en place, et c'est pas très bon pour moi. Donc à terme, je pense qu'il y aura simplement un seul outil qui devra être capable de permettre les deux. C'est vrai que Rainer Prodi en a parlé un peu, et puis Patrick Vreven vient d'en reparler un petit peu, mais j'aurais voulu avoir un peu plus d'informations sur ce. Donc normalement, effectivement, le JDF, un des intérêts, c'était l'interopérabilité, le plug and play. Vous, dans votre vécu, qu'est-ce que vous en pensez? Donc apparemment, c'est quelque chose qui est difficile, que c'est pas vraiment quelque chose qui existe. Quel est votre retour à vous? Le JDF est très difficile, mais pas pour l'imprimeur. C'est pas à l'imprimeur de s'inquiéter de ce problème-là. Ce sont ceux qu'on appelle en anglais les vendors, donc les gens qui proposent des MAS et les fournisseurs de presse, les fournisseurs de machines de finition. Pour un imprimeur qui veut s'équiper, il y a des personnes qui ont de l'expérience. On a un peu plus de 40 intégrations JDF qu'on a fait aujourd'hui, avec différents fournisseurs dans le pré-presse, différents fournisseurs dans les presses. On vient d'en faire quelques très belles avec notamment, et on va en parler tout à l'heure avec nos amis de Konica Minolta qui sont là. On n'a pas su déplacer la machine ici pour le montrer, mais c'est des choses qui sont simples à mettre en œuvre. Mais vu côté utilisateur, ce qui se trouve derrière, ce que Rainer vous a montré à l'écran avec le XML, c'est intéressant pour les étudiants qui sont ici dans la salle. Intéressez-vous à ça, c'est important. Mais les imprimeurs, c'est pas votre problème. C'est le problème des fournisseurs. Et j'ajouterai un autre point. Une certification a été mise en place par le CIP4 pour vous assurer que si nous ne respectons pas la norme, nous les fournisseurs, eh bien on perd simplement notre certification qui nous coûte très cher. Pas le fait de dire je veux être certifié, mais le fait, tout le process de rentrer dans la certification. Donc la mise en place, la complexité de la mise en place côté imprimeur, c'est plus la gestion du changement. C'est installer une nouvelle machine. Virginie parlait de changer de RP, c'est vrai que c'est compliqué, on change notre façon de travailler. Là c'est réellement une complexification, et notamment pour le pré-presse. Aller trouver un imposeur aujourd'hui pour lui dire que demain il fait plus son impôt. C'est plus lui qui va toucher à son impôt, elle va être faite tout seul. Il va dire oui, mais le millimètre que je mettais là avant, il n'y est plus. Mais est-il vraiment nécessaire ce millimètre?
C'est toute cette optimisation qui est compliquée. C'est pas vraiment le JDF qui est complexe. C'est sa mise en place, mais c'est pas technique, c'est humain. Ce n'est que humain. Oui, moi j'ai eu des exemples en entreprise où ça a pris quand même plusieurs mois pour vraiment mettre en place une interopérabilité entre un ERP et une machine ou une autre, quoi. Donc il y a quand même un temps de mise en place qui est long et qui n'est pas facile à accepter par l'imprimeur. Il y a une construction de projet. Pour différentes raisons, je disais qu'il faut intégrer l'humain dans le projet. Si l'humain n'est pas intégré dans le projet, ça ne marchera pas. Pour intégrer l'humain correctement, qui travaille au quotidien, on n'a plus des personnes qui servent à rien dans les boîtes, on n'a plus des personnes qu'on n'ose plus, dont on n'ose pas se passer, on n'a plus les moyens de faire ça. Donc aujourd'hui, on a un manque de ressources pour mettre en place ces outils. Et l'automatisation, pour qu'elle fonctionne correctement, il faut laisser l'humain s'y adapter. Si je fais une mise en place de JDF en 10 jours, complet. La complexité, c'est surtout les impositions. Après, la connexion sur les machines, c'est avec les machines. Prenez des machines Heidelberg, prenez les machines Komori, prenez les machines KBA. C'est réellement du plug and play. Je vous assure, c'est du plug and play. On arrive, on forme l'utilisateur, il y a 2-3 trucs qui vont changer sur l'écran, c'est du plug and play. C'est exactement ça. La complexité, ce n'est que le pré-presse. Peut-être parce que les personnes sont un peu réticentes à changer et à accepter quelque chose qui vient d'une machine ou d'un logiciel. Et ça pose un problème. Donc on y va en effet en douceur. Mais comme Rémi le disait tout à l'heure, j'ai un de mes clients dans le Nord-Ouest, une grosse entreprise qui s'est connectée avec un prix énergie. Et un jour, ils ont eu un problème de connexion entre le logiciel, entre le serveur de production et le serveur prix énergie. Il n'y a plus personne qui arrivait à ouvrir un dossier de fabrication parce qu'ils avaient tous oublié comment on ouvrait un dossier de fabrication sur prix énergie. Tellement c'était automatisé. C'est pas si long à mettre en place, mais il faut y mettre les ressources et il faut se dire qu'on doit y mettre les ressources. Juste pour compléter l'information, en fait, pour l'imprimeur, l'utilisateur, on va dire que c'est qu'une question de coût. En fait, est-ce que j'ai le matériel qui est compatible JDF ? Donc, si j'ai acheté un matériel il y a quelques années, que j'avais pas pris l'option compatible JDF, ça veut dire que ça ne pourra pas se faire. Donc là, c'est vraiment une histoire je vais aller voir mon fournisseur pour lui demander d'avoir la compatibilité. C'est souvent qu'un bout de soft qu'il faut rajouter dans la machine maintenant. Ensuite, donc par rapport à effectivement l'implémentation, comme disait Patrick, c'est un problème de fournisseur. Si vous avez votre ERP d'un côté ou votre MIS d'un côté qui doit dialoguer avec vos presses, avec vos machines de finition, etc., c'est le problème de vos fournisseurs. C'est pas votre problème en tant qu'utilisateur. Et c'est là où il faut bien replacer le problème. Tout ce que RNR nous a montré, c'est vrai pour Patrick, c'est vrai pour tous les gens qui font du matériel, qui fournissent du matériel aux industries graphiques, mais pour nous, utilisateurs, ça doit être transparent. C'est-à-dire que c'est un outil pour nous. On doit l'utiliser. C'est pareil, quand on prend sa voiture, on n'est pas spécialiste de comment fonctionne le moteur. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est d'aller à un point A à un point B. Le JDF, ça doit être la même chose. J'ai implanté du JDF, donc je dois en récupérer les performances. Et la problématique après du XML, de tout ce qu'il y a derrière, c'est le problème du fournisseur des MIS et des différents... donc, comme disait Patrick, sur le site du CP4, vous avez toutes les entreprises qui ont validé, qui ont fait des tests dans le cadre des interops et qui ont validé les échanges, c'est-à-dire qu'ils sont capables de communiquer entre elles. Donc, si vous avez un tel fournisseur des MIS, vous verrez sur, je crois que ça s'appelle la Matrix, la page, donc vous avez tous les fournisseurs qui ont fait des tests les uns avec les autres et qui ont réussi ou pas. Et si ça a été implémenté dans des compagnies, dans des entreprises, vous avez aussi un cycle spécial qui fait que l'expérience a été menée jusqu'au bout, c'est-à-dire que ce fournisseur-là est capable de travailler avec tel autre fournisseur sur tel type de JDF. Pour en revenir sur la partie, donc ça c'était la partie purement, on va dire, financière pour les utilisateurs, donc il y a un coût par rapport à ça, mais effectivement, toute mise en place d'un projet de ce type, que ce soit un ERP, un MIS, ça va changer les choses. Ça va remettre en cause la façon de fonctionner d'une entreprise. C'est souvent très sain, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des fois, quand on réfléchit pas trop à la façon dont on fonctionne, on n'a pas trop le temps, on est pris par la prod, on se pose pas les bonnes questions et on regarde pas. Ah bah oui, quand il faut dire à l'outil informatique comment on va calculer le coût de tirage, à quelle vitesse on va tourner, etc., etc., là il faut des données. Il faut savoir ce qu'on va mettre dedans. Et ça, c'est très sain. Et
ça fait changer les habitudes, et c'est vrai que le côté humain, le côté changement, hein, c'est un vrai projet d'entreprise qui se met en place, et là il faut accompagner ce projet. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui nous dise ah bah tout d'un coup on va commencer, puis au bout de 2 mois ah bah non on finit. C'est vraiment quelque chose qui est sur le long terme et qu'il faut manager à tous les jours, et qui est quelqu'un de responsable dans l'entreprise qui s'occupe vraiment de ce projet et qui le fasse vivre. Et ça, c'est primordial, sinon c'est vrai pour le JDF, c'est vrai pour n'importe quel projet qui va remettre en cause les habitudes de production, tout ça au niveau de l'entreprise. C'est très important de gérer aussi, pas que le côté technique, financier, mais il y a aussi tout le côté humain qu'il faut mettre en parallèle. J'ajouterais même un point qui est important, et c'est un petit truc, lorsque vous négociez l'achat de matériel ou l'achat de solutions, exigez que l'option JDF soit dedans. Ne vous contentez pas que le fournisseur vous dise « je suis compatible JDF ». Être capable d'envoyer un numéro de dossier de fabrication, un nom de client et une adresse de livraison au format XML, c'est déjà du JDF, hein. Mais je ne sais rien faire avec. Okay, donc ça c'est la première chose. Arrangez-vous et peut-être demandez-lui de voir une entreprise qui a été équipée. C'est peut-être la meilleure sécurité. Qui donne l'exemple d'un client qui a mis ces outils-là en place. Et donc, 1, vérifiez que ça existe, et 2, assurez-vous que vous avez bien l'option, parce que c'est pas parce que vous avez le logo du CIP4 sur la plaquette de présentation du produit ou sur le site web du fournisseur que le matériel que vous avez acheté, lui, est capable de faire du JDF. On paye $3000 par an pour être membre du CIP4, nous les fournisseurs. Vous, en tant qu'intéressé particulier, ça coûte $150 par an. C'est intéressant d'ailleurs d'y aller, de devenir membre du CIP4. Vous serez en avant sur toutes les nouvelles évolutions. Nous, les fournisseurs, pour $3000 par an, on peut mettre le logo CIP4 sur notre plaquette. Vous ne fiez pas uniquement à ça. C'est juste, on est membre. On n'est pas forcément en train de faire du JDF. Merci. S'il y a des questions dans la salle. Donc pour faire le lien et la transition avec ce que Rainer nous a appris tout à l'heure à propos du XJDF, je voulais savoir un petit peu en tant qu'éditeur, Monsieur Vreven, pour la société IFI, comment vous envisagez donc cette mutation vers le XJDF et à quel horizon? Comme pour les évolutions précédentes du JDF, nous participons très activement aux différentes réunions des interop, un peu partout dans le monde, ça nous fait voyager, c'est toujours sympa. Mais ce sont des gens d'une intelligence importante qui nous font aussi évoluer dans la transformation de nos process de fab. Faire d'un MIS un outil qui crée du JDF, c'est aller beaucoup plus loin que simplement calculer un devis. Et donc on est en permanence en travail avec les gens du CIP4. Ce sont tous le CIP4, c'est finalement une organisation de fournisseurs, et on teste ensemble l'interopérabilité de nos, c'est pour ça que ça s'appelle les interop, l'interopérabilité de nos outils avec les outils de production. Et on échange entre nous, que ce soit sur les JDF et le JMF. Aujourd'hui, pour répondre plus précisément à cette question sur le XJDF, le XJDF ne pourra vraiment être complètement utilisé que lorsque les outils seront disponibles sur le marché. Donc, on a plus facile, nous, les fournisseurs, éditeurs de solutions, à être compatibles que les fournisseurs de machines. En général, on est souvent en avance sur eux. Et c'est un chemin qui est en cours, oui, en effet. Oui, bonjour. J'ai entendu parler essentiellement d'impression numérique et offset. Est-ce que les solutions, elles sont applicables aussi sur des process Flexo, Helio et dans le domaine du packaging, par exemple ? Oui, tout à fait. Il y a une partie spéciale dans le JDF qui s'occupe que du packaging. Comme le Rainer disait, le système d'imposition est encore un peu différent, mais c'est pas grave. C'est notre problème à nous de le gérer. Donc, on va aussi pouvoir piloter des process de packaging. On n'a pas parlé de ces sujets-là tout à l'heure. Qu'on soit sur de l'impression continue Flexo, sur de l'étiquette, sur du carton éventuellement, carton pliant. Mais également, on n'a pas levé le sujet ici. Ça peut aussi être le cas sur les grands formats. Donc sur toutes les machines de grand format qu'on retrouve un peu partout sur le marché. Il est clair que la connexion avec les outils de production, je parle des machines en étiquette adhésive ici, offre moins d'options de connexion. Alors on a d'autres outils qu'on va connecter aux machines avec des capteurs, mais la partie pré-presse génération des dossiers, elle peut être entièrement JDF. Ouais. Parler du film flexible ou plutôt de l'étiquette ? Les deux. Les deux, ok.
Juste, je pense, pour compléter au niveau de la flexo, je pense que les fournisseurs de matériel n'ont pas encore tout à fait implémenté tous les outils qui nous permettent de faire du JDF. C'est-à-dire que si vous avez une machine flexo, il faudra faire l'implémentation de capteurs, de systèmes qui vont permettre d'acquérir les données pour que ce soit compatible. Et après, ce sera déjà un premier pas. Mais aujourd'hui, à ma connaissance, je me trompe peut-être, mais les outils de flexographie ne sont pas encore tout à fait rentrés dans le... Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens de la flexo dans le CP4. Non. Dans la théorie, le GDF supporte le flexo, mais les machines de flexo, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent pour interopérer, des choses comme ça. Je pense que c'est surtout ça le problème, c'est qu'il faut que les fournisseurs se mettent en compatibilité avec le JDF pour que ça avance un peu plus. Il y a une raison assez simple malheureusement à ça, c'est comme dans la finition, dans tout le façonnage, c'est que ce sont des machines en général qui ont un taux de renouvellement qui est de plus de 7-8 ans, quoi. Donc pour que les acteurs qui proposent ce genre d'outils sur le marché viennent dans ces solutions, les premiers qu'ils ont suivis, c'était le pré-presse évidemment, c'était là le plus simple, c'est le démarrage du projet. Mais par contre, le taux de renouvellement de ces machines passe largement, parfois 10 ans. Donc le retour sur investissement pour ces développeurs dans ce monde-là est beaucoup moins important. Et malheureusement, c'est pour ça qu'ils n'y rentrent pas suffisamment. La finition a été en retard. Les premières intégrations qu'on a faites, c'était du pré-presse, puis on a eu les presses qui sont venues. Puis on a connecté des massicots derrière, puisqu'on arrive à envoyer les traits de coupe aux massicots. Puis on a connecté des plieuses, on a connecté des encarteuses piqueuses, des assembleuses. Mais ça s'est vraiment fait dans cet ordre-là. Hein. Entre le premier et le dernier, il y a peut-être eu 6-7 ans, quoi. Donc patience. Il y a monsieur Raoul Rodriguez d'ESCO qui est là. Peut-être qu'il a aussi un autre retour d'expérience par rapport à ceux qui font de l'impression d'étiquettes. Non, ils ne sont pas trop... Disons par rapport aux machines de finition, les machines d'impression, c'est vrai qu'il y a un peu de retard dans ce domaine. Néanmoins, il y a des solutions. Hein. Mon collègue ici présent a implémenté, ils ont des machines flexo, ils ont implémenté par exemple des systèmes AVT, donc de vérification, avec des retours vers la MAIS. Donc il y a des solutions qu'il faut implémenter dans les presses numériques, les presses d'impression flexo, mais c'est pas forcément aujourd'hui standardisé encore chez les fournisseurs de presse. I'm not sure I understand things well because there is some language deficiency on my side, so please excuse if that's the case. But I come from OC and we are pretty good, we think at least, in digital printing. And the aspect that Lionel just highlighted in using the same type of MIS for digital printing and traditional printing, it's something that we also face. We find that, if you do statistics, about 50% of our customers use an MIS system in the more traditional market, and of those, however, the market leader is EFI, as you just stated, with about 10% of the total placements. Now, the difficulties that we face is integrating our system, be it a spooling system or a workflow automation system, with an already established MIS system. The standards practically do not communicate, and integration effort is often so significant that customers refrain from using established MIS systems in the context of digital printing because they find that the infrastructure that we and our competition has in place already supports the major tasks. So the difficulty that we come up with, if we look to the future, is that we come for, especially with more productive devices, for a load balancing situation. So you want to print both with offset and with digital print, the same job, depending on the run length that the customers want. And that again is putting a burden on MIS and spooling system, which currently we find they have a hard time to solve. Je vais essayer de résumer les propos de Michel.
Donc Michel Haas travaille pour OC. OC a, si j'ai bien compris, à peu près la moitié de ses clients qui ont des impressions à la fois conventionnelles et numériques. Et la vraie difficulté, c'est d'implémenter un MIS qui puisse être utilisé par les deux selon, par exemple, la longueur de tirage. Et donc ça, c'est quelque chose c'est une chose à laquelle OC est confronté aujourd'hui. Donc voilà, Michel voulait votre opinion à ce sujet-là, si en tout cas j'ai retranscrit ses propos correctement. Je réponds en français ou en anglais? English is fine. Okay. If I very good understand your question, if you are using what, as you spoke about EFI, and as you know, and maybe the other people know also, we are producing also a RIP system, which is Fiery. And the communication we are doing with Fiery within EFI is also GDF, even if it's a product from the company. We discuss only in GDF with this product. That it means if you are in front of your digital machine, a Fiery system, it could be exactly the same way of working if you send a GDF to a Fiery or to an Apogee, to a Prinergy. Then deciding what will be the process to introduce the job in production, it's not a big problem. You can change at the last minute and you're able to send the right job with the right description, the right imposition to the tools in front of your printing device. Est-ce qu'il y a besoin de traduire? Pour tout le monde. Alors, en fait, ici, on est éditeur du produit Fiery, c'est ce qui nous a permis, Fiery comme on dit ici en France, qui nous a permis d'ailleurs de développer l'entreprise en 89. Et on est en frontal devant à peu près 80% des machines numériques du marché aujourd'hui. Et la communication que l'on fait avec Fiery est une communication JDF, exclusivement JDF. Il n'y a pas de clé privée, il n'y a rien de particulier. Ce qui veut dire que la communication qu'on va proposer va nous permettre va permettre à l'imprimeur surtout de passer d'un process de fab à l'autre sans avoir à s'inquiéter de l'interaction des outils. C'est ce qu'on fait notamment avec Konica. Je ne sais pas qui d'entre vous était au salon Graphitech. Nous montrions une connexion où le client faisait sa commande sur le web. Le logiciel, le client ne s'inquiète pas de comment son produit va être imprimé. C'est le MIS qui a optimalisé le process de fab. C'est du web, c'est du digital, c'est de l'offset, peu importe. Les quantités vont le déterminer, les formats, la finition va le déterminer. Et nous envoyons directement, on voyait simplement le job passer dans le logiciel GAM6 qu'on utilisait pour montrer cette connexion, et arriver directement sur le Fiery qui était connecté avec une presse, c'était une C1100 je crois, sur le salon. Et ça nous permettait de montrer un flux complètement intégré sans qu'un opérateur sur GAM6 prenne le produit en main. C'est le client qui a passé sa commande et l'opérateur sur la presse a reçu dans sa file d'attente sur Fiery le job à réaliser. C'est entièrement automatisé. C'est tout bon. Il me reste à remercier tous les participants de la table ronde. Merci beaucoup.